Patrick Chenet, vous nous faites commencer votre visite de tous les théâtres parisiens alors qu'il y a une entrée de spectacle. Oui, j'aime bien le public, j'aime bien quand le public est là. Ah oui, vous êtes accro au public, vous êtes comme tous ces acteurs. Comme beaucoup d'acteurs, s'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'acteurs, c'est bien connu. Bonjour messieurs, dames, bonsoir, bon spectacle. Et quand il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de public non plus. Non, c'est vrai, il faut le savoir. C'est vrai qu'une scène vide, ce serait bizarre. Voilà, alors là on est rue de la Gaîté, donc c'est la Gaîté Montparnasse, c'est le théâtre Montparnasse. D'accord. Il faut savoir que c'est la rue de théâtre, il y a 6 théâtres sur à peu près 200 mètres. Ouais. Et vous avez joué dans tous? J'ai joué dans ceux-là et dans les deux là. C'est les deux plus importants, c'est les deux mythiques, les deux historiques. Il y a Bobino aussi, mais comme je ne suis pas chanteur, pas encore. Ah oui, c'est vrai. Donc, vous ne jamais un peu la chansonnette? Si, dans des films je chante souvent, mais enfin je ne suis pas vraiment chanteur. Mais là, faire un tour de chant, c'est pas... Donc là, c'est le théâtre Montparnasse, où j'ai dû jouer 3 pièces, je crois. C'est un magnifique théâtre, où le rapport avec le public est absolument exceptionnel. Ouais. Et par là, on va aller par là. Ah oui, là, il y a le petit. Et là, c'est le petit Montparnasse, qui est planté au milieu de jardins. Bon, on va aller le voir. Et le petit aussi, vous avez joué dedans? Oui, j'ai joué partout, moi, monsieur. Il y a 130 théâtres dans Paris, paraît-il. Vous pensez que vous en avez fait combien? J'ai joué beaucoup plus que 130 fois en tout, vous savez. Oui, non, oui. Oui, mais vous n'avez pas joué plus de 130 pièces quand même. J'en ai joué au moins la moitié, oui. Ouais, c'est ça. La moitié, oui, quand même. Ouais. Ça en fait. Ouais, ça commence à faire. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des salles qui sont meilleures que d'autres? Oui. C'est un truc de... oui, non, c'est sûr. Par exemple, le théâtre Montparnasse, c'est une salle exceptionnelle. Il y a un rapport avec le public qui est mais ça, c'est votre avis ou c'est l'avis? Non, c'est un avis partagé. C'est un avis partagé avec tout le monde, c'est pas un avis isolé. Non. Excusez-moi, vous m'emmenez dans un coupe-gorge ou quoi? Ah oui, c'est un très bel théâtre, c'est le coupe-gorge. Bon, madame, non, ça va, il y a du monde. Ah oui, et là, il y a un petit. Je croyais que... Alors, voilà, c'est interdit au public, ça fait rien. Ah, c'est pas grave, vous y allez quand même? Oh, vous savez, je suis un... Bonjour. Je suis un acteur... Allez. Je vous suis, alors. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, c'est les coulisses. C'est le petit Montparnasse, c'est planté au milieu de... Il y a le cimetière qui est là, puis là, il y a les jardins. Juste à côté du... Voilà, donc c'est les jardins au milieu de la ville. Ah, on peut dire qu'on est à Montparnasse. C'est la tour, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est la tour. Pas de doute. Alors, c'est quoi les pires salles? Vous pouvez refuser une pièce si la salle ne vous convient pas? Ou non, faut pas déconner. Si la salle... Non, alors, faut vraiment... le théâtre, oui, a une importance, mais... Si on propose de jouer dans une pièce, une salle perdue au fin fond de... Et que... Non. Pardon. Parce que c'est pas simplement l'esthétique de la salle ou l'importance de la salle, c'est aussi ce que représente le théâtre. Si c'est un théâtre où il y a un public, ou si c'est un théâtre où... Si on connaît l'existence du théâtre, parce qu'il y a beaucoup de théâtres à Paris qu'on ne connaît pas, ou très peu. Voilà, donc tout ça joue dans les décisions à prendre. Ouais. Ça peut compter. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on décide ou non de jouer une pièce. Celui-là n'est pas le plus important, mais quand même ça compte. Si on vous propose une pièce au théâtre Montparnasse, c'est plus excitant que de jouer au théâtre. Voilà. Allez-y, dites une méchanceté sur un truc. Rien ne me vient. Vous êtes entendu là, vous avez senti que vous alliez dire un truc pas sympa. Ouais. Et non, mais un petit théâtre de quartier perdu au fin fond, j'ai rien contre le théâtre de quartier, c'est formidable que le théâtre. Mais voilà, ça peut peser dans les décisions, quoi. On se met à l'entracte, paraît-il, que c'est une institution ici. Ouais. Vous mettez là, Allez, je mets là. Parfait, formidable. Et je me demandais, un comédien comme vous, on vient le chercher, il faut toujours qu'il cherche des rôles. Comment ça se passe? Vous avez un agent qui va chercher des rôles pour vous? Non. L'agent, il se contente il discute les contrats. D'accord. Il contrôle le respect des contrats, etc. Pour le reste, non. Bonsoir, monsieur. Ah, voilà. Parfait. Non, pour le reste, on s'adresse à moi directement. On passe par mon agent. Si on n'a pas mon adresse ou si on va m'envoyer des choses à lire ou des scénarios, des pièces, oui, on l'adresse à mon agent qui fait suivre, si vous voulez. Mais c'est ça, c'est un postier. Quand on vous propose une pièce,
Est-ce que parfois, alors oui, c'est un boulot extraordinaire, mais est-ce qu'on a toujours le feu sacré quand on a joué plus de 60 pièces? Ou il y a des fois, on y va un peu en se disant, bon, faut bosser. Non, parce que ce qui est génial dans ce métier quand même, c'est qu'à chaque fois, c'est une aventure différente. Et même si on a de l'expérience, ce qui est mon cas, on a toujours la sensation d'être tout neuf et de redécouvrir et de rien savoir. Enfin, on a quand même quelques heures de vol derrière soi, donc ça peut aider. Il faut se méfier de trop d'expérience aussi. Il ne faut pas que l'expérience prenne le pas sur la fraîcheur et tout ça, quoi. Une pièce ne délivre pas ses secrets tout de suite, si je peux dire. Une grande pièce. Les chefs-d'œuvre, souvent, sont difficiles à expertiser. Donc il n'y a pas d'évidence tout de suite. Il faut aller chercher le... Oui, c'est pas... souvent on dit, je lis 3 lignes, j'ai su que c'était un chef-d'œuvre. C'est pas tout à fait comme ça. Non, les grandes pièces, souvent, c'est pas ça. Alors que les pièces plus faciles, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, comment ça marche et tout ça. Quelle est la différence entre le comédien de 20 ans que vous étiez et le comédien d'aujourd'hui? Bah, il y a 60... non, peut-être pas quand même. Là, le calcul, 50, je le vois. Non, je viens de vous le dire... C'est que de l'expérience ou il y a de la technique? Parce que la technique, c'est un mot qui vous énerve un peu, je crois. Mais non, mais la technique, pour un acteur, la technique, c'est pas de faire des exercices de diction ou de voix, de ça, ça sert à rien. C'est du pipeau. Non, ce qui est important, c'est la technique pour un acteur, c'est la vie. C'est apprendre la vie. C'est traîner, c'est aimer, c'est souffrir, c'est faire le tour du monde. Est-ce qu'au théâtre, plus que dans tout un tas d'autres métiers, plus on avance en âge, plus ça devient intéressant. J'ai entendu Michel Bouquet qui disait ça, parce qu'il y a des grands rôles, parce qu'il y a encore des choses à faire et qu'on n'est pas sur la touche au théâtre quand on vieillit. Oui, ce qui est important quand on vieillit, qu'on a de l'expérience comme moi, hein, c'est qu'on peut approfondir de plus en plus et aller plus loin dans les œuvres, dans les pièces qu'on joue. On découvre, on a la capacité de découvrir à chaque représentation quelque chose de nouveau sur lequel on peut appuyer. Et quand on est jeune, non, quand on est jeune, on essaye de jouer le mieux possible et puis waouh, voilà. Avec l'expérience, on a la capacité, oui, d'approfondir, de découvrir, de tous les soirs. C'est Bouquet qui disait ça, c'est qu'il jouait parfois 600 ou 700 fois les pièces. C'est vrai que Bouquet, moi je l'ai vu, et c'était un peu, je l'ai vu jouer 80 fois de suite Pauvre Bitos. C'est vrai que chaque soir, la pièce était la même, le personnage était le même, sauf que la façon d'y arriver était différente tous les soirs. Ça, j'ai découvert, c'était passionnant à regarder. Est-ce que quand vous arrivez sur scène, vous dites, voilà, je suis Patrick Chenet, d'une certaine manière, oui, c'est un raccourci, mais regardez-moi. Quand j'arrive sur scène, je vais être vraiment, je dis bonjour, je suis Patrick Chenet, si vous pouviez m'applaudir, ce serait sympa. Ouais, tous les soirs, je fais ça. Et ça marche? Ah oui, les standing ovation. Non, mais... Oui, parce qu'il peut y avoir ces deux manières d'apprendre. À partir du moment où on se présente à 600, 800 ou 200 ou 1000 personnes pendant 2 heures pour exprimer quelque chose, il y a une forme obligatoire de narcissisme. C'est obligé. Oui. On ne peut pas faire ça sans être un peu ça, même si on n'a pas l'air. Ce qui est mon cas. Mais je pense que je suis un peu comme tous les acteurs. Comme tous les gens qui ont un travail public, comme vous par exemple. Vous avez un travail public, vous. Oui. Tous les soirs, pendant 2 heures, vous êtes en direct, et vous devez poser des bonnes questions. À Patrick Chenet, par exemple, c'est pas toujours simple. Vous y arrivez, plus ou moins bien. Mais quand même, vous êtes ça fait qu'un quart d'heure, on verra dans 2 heures, Patrick. Non, mais il y a une forme aussi de... Il faut que vous fassiez bien, vous posez les bonnes questions. Donc ça veut dire que vous jetez dans quelque chose qui est de l'ordre de la représentation, de l'ordre du spectacle, un show. C'est un show, ce qu'on fait en ce moment. Et que, donc, il y a une forme de narcissisme, un petit peu, je pense. Est-ce que vous avez une crainte, peut-être, on parlait de l'âge, de l'avant, vous avancez dans votre carrière, une crainte un jour d'être obligé de descendre de scène, ne plus pouvoir retenir un texte, ne plus pouvoir être physiquement arriver un jour ou l'autre, oui, c'est sûr. Puis un jour, je vais mourir, vous savez ça. Donc là, je ne pourrai plus du tout faire de théâtre, ni de cinéma. Ben oui. C'est une question qu'on peut commencer à se poser à partir d'un certain âge. Est-ce que... J'en suis pas encore là.
Mais je sais qu'un jour, ça va venir petit à petit, je pense. Et puis il va y avoir un jour une évidence où je vais me dire, bon, bah là, ça va, il faut raccrocher les gants, il faut arrêter tout ça. Ça va être triste. Oui, allez, on avance dans la rue, Allez. dans cette fameuse rue de la Gaîté. Oui, alors c'est une rue, c'est la rue du théâtre. Vous avez le temps, vous, d'y aller encore au théâtre ou pas? Pas tellement, je vais voir des amis de temps en temps, oui. Mais j'y vais pas tellement. Je vais voir Cerveau de Bergerac, là. Ouais. Et, Parce que ça peut être une source d'inspiration quand même de voir ce que font les autres. non, ça peut, pas d'inspiration, ça peut donner envie quand c'est bien. On se dit, tiens, oui, allez, j'ai envie de remonter sur scène parce que là, c'était bien. Ça donne envie quand on s'est éloigné du théâtre pour tourner, par exemple, pour un tas de raisons. Ça peut redonner une espèce de petit coup d'accélérateur. Voilà. Et puis peut-être de voir, de se mettre à la place du spectateur. C'est pas évident. Vous avez plus été au théâtre en tant qu'acteur qu'en tant que spectateur. Ah oui, ça c'est sûr. Bah oui. Oui, non, bah, on est un spectateur comme un autre. Et oui, c'est agréable d'être spectateur. C'est agréable de jouer le rôle du spectateur. Ouais. C'est un rôle tranquille, mais en même temps qui demande un peu de concentration et un peu de générosité parfois. S'il devait y rester une seule pièce, la plus grande pièce que vous ayez jouée, vous dites celle-là, allez, c'était incroyable. Il y en a forcément une. J'ai toujours un grand souvenir parce que c'est un chef-d'œuvre du mariage de Figaro. Alors voilà, Ah bah tiens, une pièce, quand on la lit à décrypter, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais en fait, c'est un chef-d'œuvre et quand on le joue, chaque mot porte, chaque réplique a une force dramatique incroyable. Et voilà. Ça, c'est vraiment une comédie française. On se sent léger, on se sent amoureux, on se sent les mariages de Figaro, on se sent bien quand on joue cette pièce. alors je vous ai demandé la pièce à garder si vous deviez vous souvenir d'un seul comédien. Vous en gardez un seul avec qui vous avez joué et vous dites celui-là il était quand même incroyable. Je suis tenté de dire Michel Bouquet. Hein. Ah oui. Ouais. Et comédienne? On en revient toujours à Michel Bouquet. Comédienne, attendez, il faut que je cherche un peu. Au cinéma, Fanny Ardant. Ah, vous prenez pas n'importe qui. Non, c'est une grande actrice. Une actrice formidable. Et un comédien avec qui vous ne voudrez plus jamais tourner. C'était catastrophique. Non, on ne peut pas. Franchement, rien ne me vient. Ah, vous êtes langue de bois en fait. Ouais. Oui, parce que je sais qu'il y a forcément un type avec qui ça s'est... Ouais, essayez de ne pas vous faire mal. Non, c'est bon, ça passe. Il y en a forcément un, si dans le privé, quand vous êtes entre copains, vous dites « Non mais alors lui, il m'a fait chier, c'était un enfer ». Non, pas au point de ne plus vouloir jouer avec lui, non. Il y a des gens avec qui on s'entend plus ou moins bien, mais rien ne me vient de... C'est ça la voiture? C'est ça le véhicule. On y va? Ah oui? On se met au chaud? Ah, on m'a dit que vous étiez pas langue de bois, vous m'avez pas répondu, je suis étonné. Ah non, parce qu'aucun nom ne me vient, ça veut dire que Si, alors, puisque vous voulez du sensationnel, vous voulez du croustillant, vous voulez Rien ne rit pas, le théâtre Montparnasse, là, oui. d'où on vient, que je vous ai présenté, ouais. Il y a quand même un soir où j'étais jeune acteur. Vous voulez du baston, vous allez en avoir. Il y a un soir où j'étais jeune acteur. Apparemment, la pièce que je jouais ne plaisait pas à certains spectateurs qui le faisaient sentir. Donc à un moment, je me suis arrêté. Et j'ai dit lumière dans la salle. Le régisseur, qui était plus pensionnaire du bistrot n'était pas là. Donc je continuais en leur disant, vous êtes dans le noir, c'est très courageux, venez sur scène qu'on vous voit. Et le mec me dit, viens là toi. Donc j'ai sauté dans la salle, dans le public, j'ai couru, j'ai soulevé le type, j'étais jeune, hein, jamais pu je ferais un truc pareil. Et j'ai donné un coup de boule. Et on a arrêté le spectacle. Sur scène, c'est un truc un peu honteux, hein. J'ai honte de le dire en direct à la télévision, à 1 heure de grande écoute.
mais non, vous voulez du croustillant, voilà, vous en avez. Voilà. Et j'ai donné un coup de boule léger, hein, parce que c'était plus le geste était fort, mais l'impact, non. Voilà. D'autres questions? Oh, j'ai jeté un froid, là. Ah, mais J'ai jeté un froid. J'avais 25 ans, j'étais très énervé, j'en suis désolé. Mais ceci dit, ça ne marchait pas très fort, mais tous les gens après... Ah oui, donc après je suis remonté sur scène, j'étais dans un tel état de nerfs, parce qu'on est dans un état dans ces cas-là, hein, J'ai commencé à dire au public, alors je suis obligé de faire la police, vous pouvez pas, etc. Et là-dessus, le régisseur qui entre-temps était rentré, a fermé le rideau, qui est un rideau à l'allemande qui se ferme de haut en bas, que j'ai reçu sur la tête. Les gens ont ri et ont applaudi. Ouais. Et après, quand même, tous les gens sont venus me voir. Hein. J'ai jamais vu autant de monde en coulisses que ce soir-là, dans les loges, pour me féliciter en disant que j'avais eu raison, etc. Pour me dire, mais c'est pas grave, tout va bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire et tout. Bon, voilà. Est-ce que quand on vous pose des questions, vous allez à la télé ou vous donnez des interviews, vous faites attention? Attention à quoi? À ce que vous dites particulièrement. Attendez, hop. Bah non, vous êtes à côté de la... Elle est là. À côté de la plaque. Ouais. Bon, merci. À côté. Non, vous n'êtes toujours pas dedans. À côté, c'est pas dedans, ça y est. Des souvenirs. Ouais. Bon. Ouais. Est-ce que je fais attention? Ben non, la preuve, vous croyez que ça se raconte des trucs comme ça? Non, c'est honteux. C'est honteux, en même temps, il y a quelque chose d'un peu... un peu western, un peu cow-boy, un peu justicier. L'esprit français, quoi. Voilà. Ouais. Non, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les artistes, nous, tous ceux qu'on reçoit, ils viennent, ils se prennent des pincettes sur tout ce qu'ils disent, ils font attention, parce qu'ils savent que ça va être repris, qu'ils vont se faire reprendre par un autre artiste. Non, moi je m'en fous, moi. Non, franchement, hein. Ouais. Moi je m'en fous, c'est repris, ça fait rien. Je vais pas aller en prison, si. Ah, peut-être. Faut que je fasse gaffe quand même. Ouais. Moi, j'en sais, c'est pas moi qui ferai le procureur. Ouais, mais vous êtes le genre à me dénoncer, vous, peut-être. C'est Ryan, hein, c'est lui qui filme. Moi, parce que, non mais, pourquoi je vous demande ça? Parce qu'il y a une histoire, vous avez une sortie sur Depardieu. Et alors là, j'ai vu le déchaînement. Parce que vous avez dit que Depardieu méritait, comme tout le monde, la présomption d'innocence. Oui. C'est bête que ça. Oui. Oui, vous n'allez pas aller en prison pour ça, mais alors derrière, vous avez dû répondre de vos actes. Non, mais je m'en fous. Non, j'ai pas répondu du tout. Non, je m'en fous. Et maintenant, on est condamné avant d'avoir fait quoi que ce soit, quoi. C'est ça. Bon, alors, on va reprendre les mêmes vieux trucs, que la justice est trop lente, que c'est maintenant la justice médiatique ou le lynchage médiatique ou le commentaire qui fait la loi. Ben non. Si c'est ça, alors ça va devenir la jungle très vite. Hein. Je vais dénoncer mon voisin parce que voilà, on n'en sort plus. C'est une espèce de tyrannie, c'est une forme de tyrannie, de totalitarisme. Donc c'est contre ça que j'avais osé sur BFM dire qu'il faut peut-être attendre que la justice fasse son boulot et respecter un vieux truc qui marchait très bien avant, qui était la présomption d'innocence. Effectivement, ça a déchaîné. Mais tant pis pour eux, le problème c'est eux, c'est les gens qui se déchaînent contre ça. Non mais vous pensez qu'il faudrait le faire avec une plus grande hauteur d'esprit, hauteur d'âme et plus... On peut ne pas être d'accord, mais... Non, le lynchage, le déchaînement, l'hystérie, c'est pas mon truc, ça me plaît pas, je me sens mal à l'aise avec ça. Il y a des problèmes dans la société évolue, la société change, la société avance, mais cet esprit pseudo où tout doit passer à la moulinette du média ou du commentaire, ça me va pas du tout, non. Moi, j'aime pas les commentaires. Vous savez, on vit dans une société de commentaires, les chaînes d'infos, les réseaux sociaux, tout ça. Tout le monde commente, tout le monde commente les commentaires. Au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est pas fatigant, moi, ça m'intéresse pas, je regarde jamais. Je suis pas du tout là-dedans. Mais c'est une perte de temps, et puis il y a tellement de choses à écouter, à voir, à lire. On perd du temps à écouter ça, à regarder ça. Les gens qui sont sur leur truc, ils regardent alors qu'il y a la deuxième symphonie de Mahler à écouter. Franchement, c'est quoi le problème? Oui, vu comme ça. Hein? On descend? Lieu mystique, là, attention. C'est vous le chef. Ouais. Ah, l'Arlequin. C'est un cinéma que j'aime bien, je vais souvent.
c'est un cinéma d'auteur grand public, qui peuvent plaire au plus grand nombre. C'est ça que j'aime bien, c'est ça que je recherche dans le cinéma, moi comme spectateur. Et ici, c'est le style de la maison. Voilà, bah allons-y. Allez, on va tirer. L'Arlequin. Ah oui, on peut se mettre là-bas. Et on va essayer d'aller jeter un œil à la salle numéro 1, mais je crois que pour l'instant, il y a un... Elle est là, je crois. On essaie de voir cette salle? Ah, c'est vachement génial. Ah oui, c'est magnifique. Faites voir si on est bien installé. Je viens souvent dans cette salle et je regarde des films, des films où le metteur en scène est un artiste souvent, un créateur. Et voilà. Vous allez voir vos films en salle ou pas? Mes films? Ouais. Non. Les films, je les montre dès que vous les avez tournés? Je vais en projection, oui. Oui, en projection. Oui, je vais les voir. Mais est-ce que vous êtes parfois surpris de ce qu'a fait de vous le réalisateur? Parce qu'au théâtre, d'une certaine manière, vous donnez un peu ce que vous voulez. Il y a un metteur en scène, mais un réalisateur, il peut couper et presque transformer votre prestation. Transformer, non, mais il peut enlever certains trucs. Mais le montage est fait normalement pour améliorer, donner, faire que le film soit au maximum de ses possibilités. Parce que parfois vous êtes étonné, vous dites, mais attendez, j'ai pas voulu jouer comme ça, j'ai pas voulu jouer ça. Et ça rend autre chose à la fin. Quand c'est rare, ça, quand même. Ouais. Non, vous êtes quand même en conscience de ce que vous faites. Il peut y avoir une utilisation un peu, on peut déplacer un peu, mais c'est assez rare, puis ça, c'est un peu trafiqué. Non, je crois qu'il faut être, il me semble, un peu honnête, même si parfois la construction d'un film demande un peu de manipulation. Oui, c'est pas, enfin, j'en sais rien. On sort de la salle parce que je crois qu'il y a un film qui va pas tarder à être. Ah bah on va le regarder. Ah bah. Mais nous on n'a pas les droits, c'est ça le problème. Bon, parce qu'on peut même plus. On peut même plus profiter de l'art. La salle, le cinéma. Elle est chouette cette salle. Ah, elle est magnifique. On se met ici. Donc on aille là. Ouais. Et puis vous nous avez promis de jouer un peu de piano. Oui, bah je vais le faire. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait aimer le cinéma? Quel film vous en fait aimer le cinéma? Non, j'ai pas. Vous savez, moi, ce que je voulais faire, c'est du théâtre. Quand j'étais au conservatoire, le cinéma, c'était un truc auquel je pensais pas. Ah, il n'y avait pas de lien? On ne peut pas se dire, tiens, je ferais mieux. Non, à mon époque, non, il n'y avait pas de film. Et puis ça me paraissait trop loin de moi. Je sais pas, je venais de province. Moi. Déjà, je faisais du théâtre, j'étais au conservatoire. Ça me paraissait un malentendu. Ça me paraissait une erreur, qu'ils allaient vite. Non, le cinéma est venu me chercher. Puis Et en plus, le premier metteur en scène, c'était Jacques Rosier, donc qui tournait, qui est mort l'année dernière d'ailleurs, et qui tournait comme aucun autre metteur en scène ne tourne, quoi. C'est-à-dire? Il n'y avait pas de scénario. Comme Godard, quoi, le mythe de Godard dans La Bout de Souffle, quoi. Oui, bah c'est un peu peut-être la même école, oui, ouais. oui. Et donc il fallait. Alors, l'idée de Jacques Rosier, c'était de mettre les acteurs, les personnages qu'on jouait, les acteurs dans les mêmes conditions que le personnage. Tiens, les personnages, ça s'appelait Naufragés de l'île de la Tortue, c'était les naufragés. Donc on bouffait très très mal, on couchait n'importe où, donc ça créait des tensions au bout d'un moment. Mais alors c'était une aventure absolument incroyable. Pour la première fois moi je ne savais pas comment c'était un tournage, et là j'ai eu l'expérience d'un tournage. Vous avez dit c'est tout le temps comme ça alors? Vous pensez que c'était une unique fois, seule et unique fois où j'ai tourné comme ça, et je pensais que c'était comme ça les tournages. Non, pas du tout, pas du tout. Jacques Rosier, c'est très, très improvisé tout le temps. Et en tant que spectateur, qu'est-ce qui vous a fait rêver? Vous dire, ah, tiens, j'adorerais jouer ça. Ah ben moi, en tant que spectateur, moi j'étais très... j'adorais Laurel et Hardy.
Non, mais tout le Chaplin ou Buster Keaton, tout ça. Ah oui, c'est clownesque. Bah oui, mais c'était à portée, on voyait ça tout le temps. Et puis c'était tellement bien, on riait tellement. Sinon, je ne sais plus ce que j'ai. Oui, j'ai Les Misérables. Les Misérables, ça m'a marqué, Jean Gabin. Ouais. Je me souviens de Notre-Dame de Paris, oui. Ouais. On n'en sort plus de Hugo. Ah oui, on n'en sort plus parce qu'on va y entrer surtout oui, tout à l'heure. Oui. Notre-Dame de Paris sur les Champs-Élysées, j'étais gamin et des voisins qui allaient au cinéma avec nous, Patrick, bah, oui, je veux bien, etc. J'étais allé voir Notre-Dame de Paris avec Gina Lollobrigida. Plein de gens qu'on reçoit qui me disent ouais, le cinéma, c'était mieux avant. Non, mais ça, c'est pas vrai. Est-ce qu'il est bon le cinéma français aujourd'hui? Il y avait des nanas dans les années 60-70. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, vous avez pas vu ça? On s'éclate, on boit frais à Saint-Tropez. Ah oui, Pécasse, Max Pécasse. Oui, voilà, je vois ça. Il n'y a pas de pétrole dans les idées. Non, il y avait des gros. Non. Mais moi, j'ai tourné des films dans les années 70 qui seraient impossibles à tourner maintenant. Mais pourquoi? Parce que c'était trop mauvais. C'était pas bien. J'ai tourné parce que je ne savais pas que c'était pas bien à ce point-là, mais les scénarios n'auraient jamais trouvé de... Non, il y a quand même... Il y a peut-être moins d'œuvres. Je sais pas, je crois que les choses s'améliorent. Je crois que le jeu s'améliore. C'est comme au football. Si on voit un match il y a 30 ans, ça n'a rien à voir avec... Les acteurs jouent mieux. Les acteurs sont très bons. Les acteurs sont meilleurs qu'avant, je trouve. Les acteurs font des progrès. Comme moi, quand j'étais jeune acteur, les acteurs d'une certaine génération me disaient, je me rappelle plus son nom, une actrice qui me disait, une vieille actrice qui avait fait tous les avant-guerre et tous les films. Donc, pardon pour elle, je me rappelle plus son nom, j'ai un trou. Et qui disait, vous êtes bon, on y croit, les autres vous en faisaient des paquets, c'était mauvais comme des cochons, etc. Donc il y a une espèce de... Je crois que le jeu s'améliore, oui. Je voulais vous poser la question, parce qu'il y a votre histoire avec Depardieu, vous ne l'avez pas défendue, vous avez défendu en tout cas la présomption d'innocence, ça fait l'histoire. Il y a un fond de l'histoire, le MeToo dans le cinéma. Est-ce que vous le sentez, vous, en ce moment, qu'il y a une ambiance peut-être un peu difficile, parce qu'il y a une tension autour de ça? J'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de dérision là-dessus. C'est-à-dire que quand j'arrive au maquillage, je dis n'importe quoi, hein, je suis à côté d'une actrice, et on blague de ça. Je ne m'approche pas trop près parce qu'on ne sait jamais. Elle me dit oui, tout le monde éclate de rire. On déconne avec ça quand même. Heureusement. On ne va pas être sérieux avec ça non plus, c'est pas sérieux. Donc, alors c'est toujours pareil, oui, mais MeToo, c'est la pointe avancée de la tête de pont de quelque chose qui est en train de se transformer, de se forger, oui, sûrement. Mais qu'est-ce que j'entends? Oui, c'est trop, mais quand même, ça fait avancer les choses. Oui, ça fait des trucs qu'on entend tout le temps. Est-ce que ça fait avancer les choses? Il y a beaucoup de regrets. Hein. Même moi, je parle avec beaucoup d'actrices, sauf celles qui sont dans des poses, dans des postures, qui ne sont pas les meilleures souvent. Hein. Les gens, la plupart des actrices regrettent tout ça. Enfin, pas toutes peut-être, je ne connais pas toutes, mais très souvent c'est un peu de la moquerie, quoi. Enfin, c'est énorme, oui, c'est énorme, c'est trop. Puis quoi encore, et puis oh là là, des actrices qui disent ça? Oui, qui blaguent avec ça, oui, heureusement. Mais est-ce que ça appelle à s'interroger, à se dire ah tiens, est-ce que moi j'ai vu des choses, est-ce que même sans faire gaffe, il y a 30 ans, je me suis comporté d'une manière où je me... J'essaye de réfléchir à ça, mais oui, peut-être. Je me rappelle, oui, j'ai une expérience où je tournais un film en Allemagne avec une actrice où je m'amusais un peu avec tout ça, quoi. Ouais. Mais maintenant, je le ferai plus, c'est impossible. Ouais, ça, c'est vrai. Après, en film, mais j'ai une dernière question. Vous avez joué, entre la télé et le cinéma, plus de 100 films, je crois. Ah oui, au cinéma, j'ai 90 films, 93, à la télé, je sais pas, mais pas mal aussi, des séries, des trucs. Tous les Français vous ont déjà vu, un moment ou un autre. Pourquoi vous n'êtes jamais devenu une immense star comme Depardieu, Clavier? Vous sauriez l'expliquer ou pas? Je ne sais pas répondre à ça. Franchement, je ne sais pas. Mais il doit y avoir une raison. Il y a une raison. Oui. Ouais.
Je me demande, parce que des bons acteurs, il n'y en a pas des milliers, mais il y en a plusieurs en France. Pourquoi il y en a 3, 4 qui deviennent des légendes Ah oui, voilà, oui, Depardieu, voilà. Belmondo, des gens, Delon et tout ça. Bah oui, mais c'est... Je crois que c'est l'addition de plein de choses. C'est aussi un peu quand même être là au bon moment, au bon endroit. Hein. Et puis après, boum, quelque chose s'accélère. Par exemple, Omar Sy dans Intouchable. Dans Intouchable. Ouais. S'il n'avait pas fait Intouchable, ce ne serait pas Omar Sy. C'est sûr. Ouais, Voilà, ouais, c'est bien comme sûr. ça. Donc il y a une espèce de rendez-vous. Ça fait partie du hasard, on sent la chance. Alors après, il faut avoir du talent, il faut gérer un peu ça, savoir. Et vous quoi avez faire jamais eu Moi, votre Intouchable? Si, sûrement, mais je me suis mal pris après. Non, mais j'ai aucun regret. Hein. Non, Je non, ne suis mais pas de bien sûr, Depardieu ni vous Omar avez une Sy, carrière magnifique. mais oui, et puis je sens que parfois les gens m'aiment, m'écrivent. J'ai ma zone, mon territoire à moi, qui est ce qu'il est, que les gens aiment beaucoup, d'autres peut-être sont indifférents, je ne sais pas. On y va? Où ça? Je vous emmène. Allez. Vous mettez pas au piano? Ah, non mais attendez, s'il y a du... Non mais s'il y a des films. C'est très jazz. Hein. Ah oui, c'est très jazz. Moi je suis très jazz comme garçon. Comment vous êtes retrouvé là, dans le milieu du théâtre? C'est-à-dire, c'est un choix, c'est un hasard, c'est une c'est pas volonté? Pas un hasard. C'est vraiment dans le domaine de la vocation. Ça ne me traversait pas l'idée de devenir acteur. C'était un truc, non. Mais je faisais ça, je réunissais des copains du lycée, de machin, on mettait en scène des pièces que je mettais en scène, que je jouais, etc. Et je filmais aussi, j'avais aussi une caméra, je faisais les deux, vous voyez. À 14 ans, 12 ans, 15 ans. Mais de là à être acteur, non. Non, de ne pas en faire un. Non, non, c'était trop loin, j'étais en province, je voyais les acteurs à la télé, au cinéma. Non, je suis de Paris, mais je suis allé à Rouen. J'ai suivi mes parents, mon père allait travailler à Rouen. Un jour, oui, c'est comme Jeanne d'Arc, quand j'ai entendu une voix, je dis, bon Dieu, mais oui, mais c'est bien sûr. Oui, j'ai la tête, mais bien sûr. Et j'ai dit à ma mère, maman, c'était un matin, je lui ai dit, maman, ça y est, j'ai trouvé, parce que j'étais très mauvais à l'école. Hein. Ouais. Très mauvais. Non, mais vous dites oui, mais vous ne savez pas à quel point. Ah oui. Non, non. J'étais très mauvais. On est bas dans les mauvais, quoi. Non, mais à 16 ans, j'étais en 4e. Donc, il ne fallait pas m'emmerder à la récréation. Ouais, hein. Et donc. Et qu'est-ce qui fait le pion encore ici? Ouais, j'ai dit à ma mère, maman, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire, je veux être acteur. Elle était dans la cuisine et après un long moment de silence, elle m'a répondu, rendors-toi, il n'est pas l'heure d'aller à l'école. Je me souviens de cette phrase. C'est sa réponse. Sa première réponse. Ouais. C'est pas une famille d'artistes? Non, pas du tout. Ouais. Et ça posait pas de problème que le fiston devienne artiste? Non, il peut y avoir non, un peu réfractaire. Au contraire, j'étais pas un bon élève, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et dans leur esprit, ça empêchait de faire des conneries, parce que mon frère a fait beaucoup de conneries. Beaucoup, il a été... voilà. Et donc, si je lisais Shakespeare, si je travaillais sur Molière dans une ambiance culturelle avec ça veut dire que pendant ce temps-là, je faisais pas de conneries. Donc ça, c'était bien pour eux. Conservatoire, et ça marche tout de suite? Ou non, comme tout le monde? Ah oui, tout de suite. Non, tout de suite. Conservatoire de Rouen, je passe une fable de La Fontaine, Les animaux malades de la peste, devant le professeur Jean Chevrin, qui est un type formidable. Et tous les gens étaient là, et après, tous les élèves, je sentais que je tenais le truc. Et après, la fable de La Fontaine, où les gens riaient beaucoup, après, ils riaient plus, voilà. Je faisais en sorte qu'ils ne rient plus, mais qu'ils soient, voilà. Enfin, je maîtrisais bien le sujet. Nous explorons les grands textes pour vous apprendre ceci, cela, peut-être le théâtre amateur, peut-être
certains d'entre vous pourront devenir professionnels, c'est rare, mais exceptionnellement, on a la chance de rencontrer quelqu'un qui fera une grande carrière. Et Patrick Chenet, cela, j'avais 16 ans. Donc il a convoqué mes parents, etc. Et voilà. Ah oui, ça, c'est un truc qui marque, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Il s'est levé, il a fait une déclaration solennelle. Là, il ne faut pas déconner. Là, c'est du sérieux. Il y a votre famille en Normandie, donc à Rouen. Il y a la famille que vous avez construite. Elle est originale, votre famille. Oh, il a bossé. Il a bossé sur Wikipédia, je vous raconte pas. Ouais, bah, ça c'est la Bible. Là. Ouais. Là, sur Wikipédia, on comprend rien. Ça, ouais. Alors, c'est quoi ma famille? Parce que vous avez la même femme depuis plus de 40 ans. Ouais. Mais entre-temps, vous avez eu 3 enfants de femmes différentes. Ouais. Bah oui. Quel est votre regard sur ça, maintenant, là, avec du recul? Bah, c'est quelle vie, quand même. Oui, mais c'est une vie bien remplie, vous voyez. Une vie d'aventure, hein, dans tous les sens du terme. Oui, mais je suis avec une femme formidable. Voilà, et on va rester définitivement ensemble et on s'aime. Et j'ai cette chance extraordinaire de partager sa vie, d'avoir pas toujours été à la hauteur, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il y a des rencontres. Puis ce métier est aussi quelque chose qui permet des rencontres de toutes sortes, partout, tout le temps. Donc c'est. Voilà, on peut avoir quelques. Je sais pas si on peut appeler ça des faiblesses, mais enfin, en tout cas, des moments où des choses. Voilà, on rencontre on fait des rencontres qui peuvent être importantes, hein, aussi. J'arrive pas à faire un bilan, à me retourner, à dire alors qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'était comme ça. C'était en vrac, c'était la vie, qui vient avec tous ses problèmes aussi, hein, ses difficultés, mais aussi ses moments forts, ses moments très forts. Essayer de faire le moins de mal possible. Hein. C'est ça aussi qui compte, essayer de freiner les chevaux. Vous avez écrit des excuses il y a 2 ans? Oui, à peu près. À votre femme? Déjà, comment elle les a pris, vos excuses? Ah, très bien, c'est une lettre d'amour. Oui. Bien sûr. Elle les a acceptées? Mais bien sûr. Et quand on s'excuse, c'est qu'on a des choses à se reprocher? Non, pas forcément. Ben, on a toujours des choses à se reprocher. Mais lettres d'excuses, ce sont des lettres que j'ai écrites à des gens, des proches, des gens ou des gens que je connais moins d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des proches, mais c'est mieux quand c'est des proches. On n'a pas toujours été à la hauteur, on n'a pas fait attention, et puis c'était un préalable d'excuse pour pouvoir s'adresser à cette personne. Pas simplement à cette personne, ça peut être aussi à des lieux, des dates, des situations, des concepts. Je m'excuse auprès du soleil, auprès du jazz, auprès de la mort, bien sûr. Des jeunes comédiens du conservatoire tombés dans l'oubli. Ah, vous avez lu le bouquin donc? Oui, je m'excuse auprès des jeunes des élèves du conservatoire tombés dans l'oubli, oui. Parce que tout le monde n'a pas eu la chance que j'ai eue. Et beaucoup, vous savez, au conservatoire, sur la classe où on était 25-30. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui continuent à faire ce métier. D'autres questions? Oui. Il y a, dans vos lettres d'excuses, la première. Oui. Alors, c'est difficile d'en parler parce que c'est un drame, évidemment. Oui. Et vous avez commencé par cette première lettre. Oui, parce que je voulais, parce que ça s'imposait. Mon fils Ferdinand était un jeune homme que j'aimais profondément et qui est mort d'un accident de voiture à 20 ans. Donc oui, ça fait partie de la vie, la mort fait partie de la vie. Et ça là, j'ai été gâté. Enfin, moi, c'est rien, c'est surtout lui qui a été privé de la vie. Et je commence par là parce que comme je sais que j'allais parler de ça, je ne voyais pas commencer par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre. C'était par une autre lettre. Donc je commençais par la lettre à mon fils, voilà. Et après je passais à autre chose. C'était pas une lettre d'excuse sur ça, sur ce sujet-là. Mais il en faisait partie. Moi, ce que je voulais, l'idée, c'est qu'on parle de lui, que les gens le connaissent mieux.
Et puis si je peux avoir un geste citoyen qui fait que m'occuper de sécurité routière, parce qu'il est mort d'un accident de voiture, voilà. Mais après, je crois qu'il faut... c'est entre lui et moi que ça se passe, ou entre sa sœur et sa mère et tout ça. On a besoin d'intimité quand même mais c'est toujours là très fort, mais j'éprouve moins le besoin d'en parler, oui. Dernière question là-dessus, est-ce qu'il y a un Patrick Chenet d'avant 2006 et après 2006 où au fond vous êtes resté le même avec quelques changements, ou vraiment vous êtes un autre homme? Et ça, j'en sais rien, C'est une bonne question parce que je me la suis souvent posée. Je crois que les hommes, les humains en général, ont une faculté de s'adapter à toutes les situations et de survivre à toutes les situations. Sinon, on ne serait plus là, sinon il n'y aurait plus d'humains sur la Terre. Les gens surpassent, ils s'adaptent, que ce soit les situations physiques ou morales, ou ça, ils franchissent, ou ils s'en servent pour, voilà. Ce fameux truc auquel je ne crois pas trop, mais ce qui ne vous tue pas vous rend meilleur, mais il y a une part de vérité quand même. J'ai changé, mais je suis resté le même. Vous êtes content de cette réponse ou pas? J'ai changé, mais je suis resté le même. Je vis avec lui d'une façon différente. Il n'est plus là, il est mort. Il est mort. Mais sa vie, son absence, enfin, sa vie différente, puisqu'il n'est plus là physiquement, mais il a une vie quand même que je lui donne ou qu'il me transmet aussi à moi. Ça me fait du bien, je vis avec. C'est ça le changement, je crois, le gros changement. Ça me fait du bien, il m'aide. Voilà, il m'aide. Merci de nous avoir répondu. On descend? Allez. Je cherche la bonne adresse. Non, mais cherchez, parce qu'il fait froid. Je peux vous dire un poème de Victor Hugo? Ah ouais, ce serait... Ah oui. Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres, et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous la voûte des arbres, et que je sens mon... Merde, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, pardon. Et que je puisse songer à la beauté des cieux. Non, voilà, on va arrêter là. Avec tous les textes que vous avez calmer. Appris, oui. tous les textes. Oui, trop. Trop. Ah oui. Alors c'est où alors? C'est ici, c'est bon. Ben On voilà. était devant, finalement. Suffisait d'ouvrir les yeux, c'est marqué dessus. Et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous la beauté des arbres, et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'homme obscur, je sors pâle et vainqueur, et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur. Je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est juste, que mon cœur est saigné, puisque Dieu l'a voulu. Oui, c'est quelque chose. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Thibaut, enchanté. Pardon, je suis passé. Merci de nous accueillir aussi tard. Bah, écoutez, voilà, c'est un plaisir. Vous nous expliquez, on est à la... Maison de Victor Hugo. Oui. C'est l'appartement dans Oui, lequel oui. il a habité de 1832 à 1848. Ouais. Il était seulement locataire. Vous Ouais. allez découvrir, c'est au 2e étage. Alors, c'est pas tout à fait l'appartement qu'il a connu. C'est le même espace, mais comme ça a été transformé en salle de classe, Ouais. les espaces ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est plutôt une évocation de sa vie. Parce qu'il y a des décors du salon chinois qui n'étaient pas ici, mais qui étaient dans la maison de Juliette Drouet à Hauteville. D'accord. D'accord. Et parce que Ouais, moi, j'ai c'est ça. toujours cru, j'ai toujours entendu dire que Victor Hugo habitait avenue de Victor Hugo, qu'on lui écrivait en disant Victor Hugo C'est en ça. son avenue. C'est sa Ouais. dernière adresse. Ah oui, d'accord. Non, mais il a C'est sa beaucoup dernière voyagé adresse. entre Guernesey, Jersey, Hauteville, Oui, il en a vu. Et puis il a beaucoup été à Paris, il avait dans plein de lieux. Donc là, c'est la dernière adresse, avenue Victor Hugo, c'est là où il est mort, et vous allez voir son lit dans lequel il est mort. Ah oui, parce que la Qui est chambre a été ici, reconstituée. Parce que la famille a donné toute la chambre et le décor. Vous avez déjà joué Les Misérables? Oui, je l'ai mis là. Alors vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais c'est vous qui l'avez monté? Non, c'est Pierre. Enfin, c'était une mise en scène collective. D'accord. Donc on était une troupe au Théâtre des Amandiers à Nanterre, et on avait fait une adaptation des Misérables. Et moi je jouais Marius, qui du coup devenait le personnage principal du spectacle. Et ça, c'est le Victor Hugo qu'on connaît moins bien, ce visage-là, Ah ouais. plus jeune.
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas forcément très bon à l'école, que vous n'aviez pas une famille d'artistes. De Paris, ouais. Ces grands textes, Ouais. vous les avez pris quand et comment? Plus tard, alors? C'est le théâtre qui vous a amené vers eux? Non, mais j'étais bon à l'école. J'étais bon en rédaction, c'est le seul. Et mes profs, même à tel point qu'ils les lisaient. Mais j'étais pas bon. Il n'y a pas que la rédaction dans la vie. Bien sûr. À l'école. Donc, pour le reste, non. Je me suis fait gauler en train de lire les Fables de La Fontaine pendant le cours de chimie, je crois. Je me rappelle, j'avais copé de 1000 lignes. J'avais copé de 1000 lignes. C'était autre chose quand même. On ne lit pas les Fables de La Fontaine pendant le cours de mathématiques ou de... Et aujourd'hui, imaginez... 1000 lignes. J'avais une tendinite, je peux vous dire, au bout de 6 heures. Si les profs seraient heureux de voir un gosse lire La Fontaine pendant un cours de chimie. Vous imaginez quand même qu'il a vécu là? Il aimait bien décorer ses maisons, Hugo. Ouais. Ouais. C'est un décorateur. Il aimait bien repeindre, trouver les objets qu'elle allait avec, etc. Enfin, c'était un type, il aimait bien habiller ses maisons, quoi. Je crois que c'est la grande différence que j'ai avec lui. Ah oui? Non, moi, je n'aime pas du tout. Mais j'aime bien être dans les beaux endroits, mais je m'en occupe pas, quoi. Je n'y arrive pas. Ça, c'est connu, par contre. C'est beau, hein? C'est magnifique. Regardez la pièce suivante. Ah ouais. Le texte, pour vous, est-ce que c'est une contrainte à un moment? Ça dépend du texte? Ou non, c'est justement une matière Ah non, c'est là où tout se joue. Ouais. C'est le truc, c'est le nerf de la guerre. Ah oui, pas seulement c'est-à-dire, le texte compte, mais un acteur, oui, mais c'est sur le texte sur lequel on s'appuie. Oui, mais si on vous dit, les émotions, elles ne viennent pas forcément du texte, elles sont à l'intérieur. Ah si, c'est à partir du texte que l'émotion, enfin, pour moi en tout cas, doit se créer, peut se créer. Mais c'est le texte qui fait la loi. Alors, quand c'est des mauvais textes, d'abord, faut refuser de les dire. Mais quand c'est pas des très bons textes, on s'arrange pour que ça devienne plutôt mieux et de faire quelque chose, de se servir du texte pour créer la vie, pour créer l'émotion, pour créer les situations, pour jouer les situations. Il peut y avoir des grands textes qui ne veulent pas de vous, ou vous qui ne voulez pas de certains grands textes. Le texte est miraculeux, Shakespeare, du Hugo, du Molière, qui vous et ça ne va pas, ça ne prend pas. Oui, mais ça, c'est les grands textes au théâtre, parce que parfois il y a du lyrisme, parfois il y a des vers, des alexandrins, parfois, etc. Donc il y a un exercice à faire. Au cinéma, c'est pas du tout ça. Au cinéma, le texte est secondaire, mais c'est quand même le texte qui compte. C'est le texte dont vous servez pour créer un rapport, une émotion, quelque chose, ou un sentiment, ou... C'est à tout vous appuyer. C'est très important. Chaque mot est important. Chaque mot peut détruire quelque chose. Ou chaque mot peut vous apporter quelque chose. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique ce musée. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne connaissais pas. Hein. Je suis content d'avoir choisi cet endroit. Avant de rentrer dans la dernière chambre d'Hugo, dans la Constitution, Hugo est un artiste, c'est aussi un homme politique. Est-ce que ça vous intéresse, la politique ? Alors, comme dit l'autre, si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéressera à toi. Ouais. Oui, je m'intéresse à la politique. Je m'intéresse à la politique. C'est une drôle de chose, la politique. Les hommes politiques m'intéressent parce que je vois le jeu, je vois les envolées, je vois l'envie de convaincre. Je vois la duplicité aussi, je vois tous les jeux qui s'organisent dans l'exercice de la démocratie ou du pouvoir ou de la gouvernance, quoi. Ouais. Et tout ça Et c'est un jeu intéressant. C'est subtil, c'est fou, c'est insupportable, c'est tout ce qu'on veut. C'est un peu comme la vie, on parle beaucoup de la vie. Ouais. La politique, c'est aussi la vie. Il y a des gens qui défendent des convictions, d'autres qui veulent avoir le pouvoir. Parce que les hommes politiques, ils veulent exercer le pouvoir. Toujours. Moi, j'ai joué Laval. Oui. J'ai joué Laval pour la télé. Donc c'est un type qui est parti d'extrême gauche pour arriver à l'extrême droite. Pour faire simple, hein. Mais en gros, c'est ça. Oui.
Et ce qu'il voulait, c'est le pouvoir, c'est gouverner, c'est je veux dire, imposer ses convictions, ce qui pourrait être bon pour la France. Les hommes politiques ne sont que que les acteurs des gens qui les élisent, pas les acteurs, mais donc il y a une relation étroite entre les gens qui élisent un homme politique et l'homme politique. Il y a quelque chose comme un acteur et son public, il y a quelque chose, enfin c'est très différent, hein, faut pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Et puis il faut être un tribun, il faut parler le mieux possible, et parfois il y en a qui ont du mal. Hein. Et puis d'autres qui sont des tribuns, mais ça peut être vide de sens, mais ils parlent bien, etc. C'est très compliqué. Comme la vie, c'est très compliqué. Puis il y a des gens qu'on entend à peine et qui disent des choses intéressantes. Est-ce que vos idées, parce que lui, ses idées ont changé. Ah oui, lui, il est parti dans royaliste jusqu'à communiste, pratiquement. Peut-être pas, enfin, socialiste à l'époque. Ça n'existait pas, oui. Oui. Est-ce que... Il a été royaliste, bonapartiste, tout à fait. Puis socialiste. Est-ce que vous aussi, vous avez changé d'idée politique en prenant de l'âge, de l'expérience? Moi, oui, vous savez, comme tous les gamins, j'étais plutôt à gauche, moi, très extrême gauche même. J'étais PSU à l'époque. D'accord. Enfin, c'était une extrême gauche fréquentable. Et puis après, j'ai évolué un peu. Là, je suis très au milieu. Hein. Moi, je suis l'extrême centre. Ouais, je suis extrême centre, moi. Extrême centriste. Ah oui, j'aime bien. Voilà. Alors ça, c'est la chambre. C'est petit lit, j'espère qu'il dort. Et alors, d'ailleurs, vous qui le connaissez bien, le milieu du cinéma, du théâtre, c'est vrai que c'est un milieu de gauche. Les gens sont tous de gauche. Ah non, non. Ah non? Ah non. C'est un mythe, ça. Oui, c'est dans le théâtre public, oui. Théâtre public, oui. Mais le théâtre privé, non. Oui, enfin, les gens ont toutes les opinions. Pour être artiste, pour avoir la carte, il faut être de gauche. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Bon, il y a beaucoup de gens de gauche, hein, peut-être, oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut travailler ensemble. Hein, c'est pas... Ah bah oui, non, ça oui. Ouais. Ok. Je vous pose directement la question à ceux qui Vous étiez savent. à 2 doigts de vous énerver, Guillaume. J'en reviens pas. Ah bon? C'est vrai que je m'énerve. Vous m'avez fait un saoui. Bah ça oui, non mais qu'on peut travailler ensemble, encore heureux. Mais ça, c'est vrai que c'est pas si simple aujourd'hui. Non, on peut se parler, je veux dire. Ouais. On peut travailler ensemble, évidemment, on peut se parler. On peut faire semblant d'être très amoureux dans un film et s'insulter après. Ça, c'est possible. Ah oui. Allez. Oui, on peut, oui. Merci Patrick Chenet. Alors, j'ai dit Patrick Chenet. Oui. Et vous avez dit Patrick Chenet. Oui, et c'est vous qui dites bien, moi je ne dis pas toujours bien. Mais c'est pas bien votre nom? Non, c'est Chenet. Mon vrai nom, c'est Chenet. Ah ben alors, mon faut faux savoir. nom, c'est Chenet. C'est-à-dire mon nom d'artiste, monsieur. C'est Chenet avec un S. Parce qu'on m'a affiché comme ça la première fois par erreur. J'ai laissé, oui. Ah, votre nom sur la carte d'identité, c'est CHE. CHE. NIS. Ouais. Ah ouais. On apprend les On choses. apprend les choses, ça c'est fou. On salue Riyad et moi je m'apprends encore devant moi.